la parole, les premiers intervenants vont être Chief John Martin et Sarah Cleary. Avant qu'ils ne prennent place au micro, j'aimerais relater un échange survenu lors de l'étude du projet de loi 96. Dans son mémoire déposé à l'Assemblée nationale, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador a proposé d'amender le préambule de la Charte de la langue française afin d'y ajouter les mots suivants. Dans une relation de nation à nation. L'alinéa du préambule se lirait donc ainsi. Dans une relation de nation à nation, l'Assemblée nationale reconnaît aux Premières Nations et aux Inuits du Québec le droit d'enseigner, de valoriser et de défendre leur langue et leur culture. Le ministre de la langue française a refusé d'adopter cet amendement présenté à l'étude par la députée Ruba Gazal en précisant que conclure des ententes de nation à nation était un principe bien établi et que pour ce qui est de l'inscrire dans la loi, selon lui, ce n'était pas l'endroit dans la Charte de la langue française pour le faire. Le député Pascal Bérubé a renchéri en qualifiant l'amendement proposé de très vertueux, mais qu'il ne s'agissait pas du bon endroit, tout en soulignant que la protection du français ne va pas à l'encontre des langues autochtones. À ces propos, la députée Ruba Gazal s'est alors demandé pourquoi les membres de la PNQL avaient été invités lors des consultations sur la loi 96 en disant « On leur a demandé de présenter, de déposer un mémoire. Pourquoi on les a invités si ce n'était pas la place? » Malgré le dépôt par les chefs de la PNQL en commission parlementaire de mémoires détaillées dont les propositions favoriseraient la protection, la valorisation et la promotion de leur patrimoine incluant leurs riches langues ancestrales, la loi 96 se démarque par l'absence de mesures tenant compte de la réalité des Premières Nations et des Inuits. Chief John Martin et Mme Sarah Cleary ont accepté de prendre part à cette table ronde afin de témoigner des obstacles systémiques à la réussite éducative auxquels font face les enfants autochtones. Ils se prononceront également sur des initiatives communautaires et d'autodétermination qui visent à faire tomber ces barrières. Je leur cède maintenant le micro. Je vous ferai l'honneur de demander, comme c'est le cas dans notre protocole lorsqu'on se rencontre, de demander au chef John Martin de faire une prière d'ouverture dans sa langue, une des 10 langues des Premières Nations du Québec, 11 si on compte les Inuits et on inclut les langues autochtones, et qui est une langue que l'on considère comme, il a été mentionné, les premières langues officielles du pays et qui sont millénaires. Donc, je vous fais ce cadeau d'entendre cette langue qui est magnifique, le Mi'kmaq. Kisuk Tajumudun, Nurwinin, San Martin Nassigin to Chitkil, Quis Sabel Jamish. The Martamagis cook, Chikelosal, Jamish, Chuagiman. Chuagim Ginab, Tanabon Muxidesnen. And was called a McClusity, Kilamsazul Diego, Milky Clamsazul Diego. A query said Wescawidai, which it mock some Gilea Rudnen, is Nabamo Gilea Rudnen. Which the born Madudnen, a local Guzwan, Bisupchitu one. And the Batma Banad one looks the one. How Calamunwal? What Nudeman? I guess go Del Wadiak. I'm said Norma. Well, Allen, Chief. Alors, tout d'abord, Kwekasno, Tanse Kekaoyek, Sarah Clairine Tichnikashin, Mashtuyachnuchin. Je suis coordonnatrice du comité régional sur les langues ancestrales là, qui se veut un comité qui va faire la mobilisation, l'information des Premières Nations au Québec en matière de langue et également regarder à la défense. Mais la première mission, c'est vraiment de se rassembler pour avoir un message uni et fort et être bien informé. Pour vous mentionner, on est très en retard sur d'autres provinces, donc c'est le temps de mettre les bouchées doubles. Puis je crois que la présentation du chef John Martin va vous expliquer pourquoi on a un aussi grand retard également. Je vous remercie également de cette table pour nous permettre d'avoir une voix, une tribune. Plus que jamais, la situation avec ce projet de loi-là, cette loi maintenant, nous a ramené à l'ordre du jour qu'on devait se mettre ça à notre agenda, nous aussi, encore une fois, de devoir réaffirmer nos droits, se battre et les défendre. Donc, merci. De ça. Et maintenant, je voudrais aussi vous inviter en tant qu'individu, en tant que dans vos fonctions aussi. Je ne connais pas
toutes les personnes ici, et les personnes dans le Zoom également. Et puis, je vous invite à être des alliés des Premières Nations, à entendre qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui, à vouloir en savoir plus, puis éventuellement aussi à prendre action dans vos milieux, à être à l'écoute. Donc, il y a des traditions qui nous demandaient, lorsqu'on se rassemblait des nations à nations, d'ouvrir le cœur, les yeux, les oreilles et la gorge. Donc, je vous demande ça, d'être ouvert à ces perspectives-là, dans un esprit justement de devenir un allié, de devenir plus éduqué, plus informé de qu'est-ce qui se passe au niveau du Québec, au niveau des enjeux des Premières Nations, parce qu'on a besoin aussi de ces alliés-là dans nos luttes. Ce fut le cas, je crois, depuis l'histoire de Joyce et Echaquan. C'était vraiment innommable, puis on ne fera pas ce discours-là aujourd'hui, mais je crois que de plus en plus, les gens ont ouvert les yeux sur qu'est-ce qui se passe au niveau de ces enjeux-là. Donc, merci d'être là. Je veux également rendre hommage à tous nos prédécesseurs, nos ancêtres, les gens aussi, nos mentors. Donc, j'apprends beaucoup à écouter John, à écouter nos aînés. Donc, je veux rendre hommage à ces gens-là qui ont défendu nos droits dans le passé et continuent de le faire aujourd'hui. Et tout ça pour que dans cette génération, les jeunes des Premières Nations puissent avoir leur langue, maîtriser leur langue et que ce ne soit pas un privilège. Parce que des gens comme moi, c'est un héritage qui a été dérobé parce que je suis la fille d'un survivant des pensionnats qui a vécu les pensionnats. Donc, ces faits-là ne peuvent plus être écartés. Et aujourd'hui, on doit travailler 2 fois plus fort, 3 fois plus fort, 10 fois plus fort, 100 fois plus fort dans nos milieux pour rattraper qu'est-ce qu'on a subi au niveau de nos langues, et pas seulement de nos langues, mais toutes les barrières systémiques qui ont été mises en place et les traumatismes intergénérationnels qui sont des conséquences des pensionnats et des centaines d'années de colonisation. Donc, on a un grand travail à faire et je crois qu'on est tous partenaires là-dedans. Donc, nos langues, rapidement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Premières Nations au Québec, ce sont 10 langues tout aussi belles et dans des niveaux d'État différents les unes des autres. Donc, il y a des communautés que c'est la langue d'usage. Donc, on parle à presque 99% la langue à la maison aussi, à l'école. Donc, les enfants, la langue est transmise, mais ils ne sont pas dans un état où on peut dire qu'ils sont en sécurité. Donc, c'est l'histoire d'une génération si la langue n'est pas transmise et si elle n'est pas valorisée. Et une loi comme la loi 96 va faire ça. Elle va nous dire, elle va donner dans les mentalités que la langue française elle est plus importante que les langues des Premières Nations. Donc, et qu'on doit l'apprendre plus rapidement. Donc, ça, c'est un impact. Donc, quelle valeur on va accorder aux langues des Premières Nations et l'espace aussi dans les médias et tout ça. Donc, notre espace, nos contenus sont beaucoup plus limités. Donc, les jeunes sont de moins en moins exposés à ça et on le voit dans les rencontres avec les ressources linguistiques. Donc, on le parle jusqu'à des communautés où on le parle très peu et on est en train de la sortir d'un état de dormance, comme la langue Wendat, entre autres. Donc, on a énormément de travail à faire au niveau des langues des Premières Nations. Et John vous en parlera plus, mais aussi on a des nations qui ont été colonisées avec la langue anglophone. Donc, la langue dont on parle aussi est une langue, la langue anglaise. Donc, à peu près la moitié de nos communautés ont cet état-là aussi au niveau du portrait rapide. On a mentionné tout à l'heure le document, je vous le montre brièvement. Donc, il est disponible en ligne aussi sur le site du Conseil en éducation des Premières Nations, le CEPN. Donc, vous avez vraiment un document assez étoffé qui portait sur le projet de loi de la loi 96 et qui vraiment et toutes les propositions et les impacts que la loi peut avoir sur les Premières Nations. Donc, c'est un travail, on a fait nos devoirs de notre côté, on a essayé, on a cogné à la porte, on a essayé d'être entendu, mais ça n'a pas fonctionné. Puis, je crois que c'est le moment que ça l'arrête, ça, ces politiques-là, ces façons de faire-là. Donc, on va essayer de prendre les tribunes qu'on peut avoir, mais surtout
surtout, de notre côté, on doit prendre des actions concrètes pour aller de l'avant pour la protection de nos langues. Donc, vous avez accès à ces documents-là. Ils sont publics, on se cache de rien, dans lequel on a fait des propositions et des amendements qui sont très concrets. Si on a le temps, je vais laisser le temps à Chef John Martin de vous parler. On pourra les regarder en détail. La réconciliation, ben, comme vous allez l'entendre, c'est un problème beaucoup plus profond que la loi 96. Si on veut en arriver là, il faut être capable de trouver la problématique. Puis, ça se situe aussi au niveau des mentalités qui se perpétuent, ces mentalités-là colonialistes dans lesquelles on semble avoir un discours de nation à nation, mais en réalité, ce n'est pas ça qu'on voit sur le terrain. C'est une responsabilité universelle, puis je voulais vraiment maintenant donner la chance. Puis tantôt, j'entendais Andréane me dire, est-ce que je le prononce comme il faut? Est-ce que c'est correct, le nom, le territoire non cédé, tout ça est très bien accueilli de notre côté. Et puis, je vous donne, par exemple, des provinces comme la Colombie-Britannique qui est très à l'avance sur nous et dont les universités maintenant ont des baccalauréats où on forme des gens, des spécialistes à la transmission, à la préservation des langues des Premières Nations, à la revitalisation. Donc, allez-y, aidez-nous, les institutions qui ont la capacité de le faire et de devenir partenaires avec les Premières Nations pour vraiment développer des programmes qui sont culturellement sécurisants pour nous et dans lesquels on est des partenaires pour intégrer tous nos savoirs. Vous allez être surpris à quel point notre culture et nos cultures sont riches. Donc, il y a des solutions qu'on peut mettre en place et Chief John va nous en parler également. Au niveau de nos langues, brièvement, je veux vraiment faire un tour rapide, mais ça doit passer par le financement, effectivement, et pas seulement de financement d'appel à projet pour des petits 10 000 ou 20 000 $. Nos problèmes et nos besoins sont beaucoup plus grands que ça. Et c'est ce qu'on voit là, présentement, même si on veut augmenter un peu le financement, des appels à projets dans lesquels on est pris dans une réduction de compte, dans lequel on n'a pas de manœuvre au niveau du projet et qui ne sont pas analysés par les Premières Nations, ça ne nous convient pas. Et entre autres, ces appels à projets-là, jusqu'à date d'hier, étaient seulement disponibles en français et pas traduits. Donc, tu vas appliquer sur un projet dans lequel tu ne peux même pas comprendre la description et remplir les demandes. Donc, ça, c'est inacceptable. Et des comités d'analyse Premières Nations, on a besoin de ça, des financements à la hauteur de nos défis parce que présentement, on n'a pas seulement besoin d'argent pour faire des micro-projets, mais on a besoin de documenter nos langues. On a besoin de les préserver, de les valoriser, de les enseigner et d'avoir des outils pour le faire. Et c'est de langues très riches et très complexes. Et on peut prendre seulement en Ascapi, je crois que pour le mot neige, on a 50 variantes. Donc, on ne peut pas s'imaginer d'enseigner seulement un mot sur un petit mot étiquette à des enfants qui rentrent à l'école et leur dire que c'est ça toute la richesse de leur langue. Donc, on a énormément de travail à faire à préserver la langue du territoire qui se perd et nos locuteurs aussi qui retournent à la maison, donc qui décèdent. Donc, ce travail-là, on est compté pour le faire et on a besoin de beaucoup de ressources. Malheureusement, le temps qu'on doit prendre ici, le temps que John prend ici, au lieu d'être avec ses petits-enfants à aller à la pêche et à transmettre et à parler le Mi'kmaq, mais on doit le prendre à encore défendre que ces langues-là méritent d'être reconnues, respectées et financées en bout de ligne. Et c'est à nous de le faire également, donc on a besoin des moyens pour le faire. Donc, réparation, donc transparence également. Donc, le Québec doit reconnaître qu'il a eu un impact majeur sur la perte de nos langues. Également, le respect, ça va toujours être la base d'avoir un discours de nation à nation, de gouvernement à gouvernement. Et la réconciliation pourra être une porte maintenant si on est capable d'avoir les conditions gagnantes des parties prenantes qui veulent agir vers la réconciliation. Ce n'est pas ça qu'on voit lorsqu'on voit une loi comme la loi 96, la Charte
charte de la loi 101. Donc, maintenant, ce sera les termes selon lesquels on va pouvoir s'asseoir et bâtir ensemble. Donc, je vous invite à poser des questions à vos amis Premières Nations, à vous informer, mais surtout à prendre part à ce mouvement-là, cette marche-là, en étant allié des Premières Nations dans cette lutte-là pour la défense des lois des langues qui étaient là aussi et qui sont fondatrices de la province et du pays. C'est jusqu'à maintenant. I'm going to share, I'm not an academic by any stretch of the imagination. I was listening to the presenter and all the academic experience that people have. It's very impressive. But I do want to thank McGill and everybody here for the opportunity to be able to come here and speak to you. I'll be speaking to you about a common experience that we have between First Nations, in this case, mainly English-speaking communities, and more specifically, the experience that I've had with my community. I was a teacher for a while. I do have my bachelor's of education, and I was teaching in a program where we taught our children at 100% in Mi'kmaq, because at that point in time, they came to school speaking the Mi'kmaq language. So, but I think it's important. One thing I don't want to forget, I do want to acknowledge the presence of our regional chief, Mr. Ghislain Picard, here today. And thank you very much for coming out, Ghislain. And thank you for all the good work that you do for us. Really appreciate that. When it comes to Bill C-96, it's not just Bill C-96. It is Bill 101. Our community has been impacted. Yeah, it's important to have some context in terms of First Nations situation here in the Quebec region. And it's important to understand that more than half of the First Nations in the Quebec region do speak English as their second language. That is the people who colonized our communities and brought religion to our communities. The other thing is that's important to understand that First Nation communities that are the most affected are those communities that are in the South. And we have to remind people the policies of genocide, the assimilationist policies, the colonial practices, and the policies in Quebec. These are all very, very hard realities, harsh realities of our communities today and the impacts of where we are today. So these policies have had quite a significant impact. And I go as far back as the French and the British colonial militarization of our territory. We're one of the first peoples, the Mi'kmaq people, to have experienced germ warfare, biological warfare. About 90% of our population was wiped out as a result of this biological warfare. It had serious consequences in terms of the socioeconomic structures of our communities, as well as the dehumanization of First Nations, which effects are quite long lasting. And I have to say that those effects and impacts still last to this day. And that's made quite evident in terms of this country's movement or lack of movement in the situation regarding the missing and murdered Indigenous girls and women in this country. It's been going on for the past 30 years. It's been in the media, and still it remains an issue to this day. So it gives you an idea in terms of how long lasting this kind of thinking persists. The secularization of our communities, secularization through colonization, the destruction, the attempt to destroy our most sacred teachings and beliefs, the teachings from our elders, spiritual and ceremonial communal practices that we had for millennia, which led us on a very good path. We declared illegal and demonized, and that's evidenced by the establishment of the residential schools and the Indian day schools as well, which people tend to forget. Indian day schools in the communities that people were subject to a lot of abuse and prevented from speaking their language, beaten and whatever. And the continuation of colonial practices, unfortunately, today colonial practices of extinguishment and dispossession are continued to this day, and that's fostered for decades, for 3 centuries, basically, has fostered poverty, has fostered dependency,
and a negative, so it had severe social and health consequences for First Nations. This has been going on for 3 centuries in this, where we are concerned. And this continuous practice is exemplified by the unscrupulous imposition of the French language law upon First Nations, which is evidenced in C96 by the absence of any consideration for the concerns expressed to Quebec by First Nations, even with their own Viens Commission, which spoke to the issues of racial discrimination and other impacts on First Nations. You know, a lot of people say our communities are closed communities. And why are they closed communities? I think you have to understand that the reservation system is a form of incarceration, right? My father had to request written permission from the Indian agent to be able to leave the community. So understand very well, it's a form of incarceration that our people have experienced until not so long ago. So the establishment of the Indian Act and the policies that accompany it has governed every aspect of our lives from birth to the cradle, as many will say. You know, and these colonial policies serve to remove First Nations from the occupation of our territories and has enabled the federal government to divide between themselves the spoils from these lands between the Canadian Federation and which is composed of the provinces. Mi'kmaq resistance since 1534. I often tell fellow Mi'kmaq and other First Nations people, if the Mi'kmaq people that met Jacques Cartier knew what we know today, I think they would have nailed him to the cross that he put up in Gaspé to claim that territory for his king. Through all of this, all these policies and this continued assault on First Nations people's culture, language, and territory, even though restricted to the confines of our reserves until recently, we managed to sustain our distinct language and our culture as Mi'kmaq people. We have remained a closed community sustaining our Mi'kmaq language and culture. And as a result, the French language and culture is not apparent in our community. We are Mi'kmaq and we wish to remain Mi'kmaq, a distinct people. Another detrimental impact of subjugation to colonial practices are the impacts of colonialism on the psyche, on our people. This manifested itself in 1985 when the leadership deemed the colonial languages of English and French are more important than the Mi'kmaq languages. Those of you who studied colonialism, you know that this is one of the impacts where the colonized usually opt for the dominant society, sometimes turn on their own people, you know, and the political leadership at that time decided to end the Mi'kmaq core curriculum of its school favoring the English and French colonial languages. The demise of our language. We had sustained our language through over 450 years of colonial policies aimed at the destruction of our people, our culture, and our language. And in 1985, over 95% of our households spoke Mi'kmaq, the Mi'kmaq language. The children that I taught came to school speaking the language. And we were able to build a curriculum that was entirely in Mi'kmaq, language, arts, science, math, the same as any other public school system. And in 2021, the community conducted a survey in our community. And we have 13% of our people that speak the language in their households today. It is a significant drop from 1985 to 2021. So to us, extinguishment is not acceptable, and we are trying to do whatever we can to try and protect the language and move it forward. We understand Quebec wanting to maintain and protect the French language. First Nations are of no threat to the French language, but it cannot be accepted that the protection of the French language will be done at the expense of sacrificing our languages. Bill 101 created a significant pressure on our community to favor the learning of French, as demonstrated by the 1985 decision taken by our leadership at that time. But now, closing the door on our youth to an education in Quebec at a different level is something very serious. For the past 37 years, close to 80% of our students in the English secondary school system have not succeeded in getting their French credits.
And if the Ministry of Education is going to issue a diploma, it has required that they achieve their French credits, otherwise they never get their diploma. Recent information from our First Nations Regional Adult Education Program indicate that 8 out of 10 students still today registering into adult education do not have their French credits. Education impacts community development at all levels. And as a leader in the community, I look around, where are the young people with these degrees that would be able to help us in so many aspects, in economic development, in forestry, in fisheries industry? They're not there. We do not have them. So the impacts are felt in a disproportionate levels of high school dropouts for decades, resulting in a lack of educated and qualified members. The few that have succeeded in accessing a post-secondary education out of the province, the majority choose to remain in the cities and pursue careers outside the community. The impacts will be detrimental, with the imposition of Bill C-96 demanding not only the French language credits to graduate high school, but the additional burden of a French language course load of 3 to 5 courses in French. It becomes a major deterrent to pursue education in Quebec. The level of negative impacts will be serious on our communities for a long time to come. The imposition on the Mi'kmaq community of this French language policies continues the same colonial practice of imposing policy that devalues our languages and contributes to the extinction of our language and the displacement of Mi'kmaq language and culture. The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. Canada adopted this declaration, and in that declaration, there's 2 articles, 13.1, 13.2, which speak to the states taking effective measures to protect Indigenous languages. And the children also having rights to be able to access these levels of education at the state without any discrimination. And Canada has not been very strong in defending our rights. Our language is a basic human right. In light of the precarious situation of our languages and the total lack of consideration by both Bill 101 and C-96 for our languages, it is evident that these are prejudicial and are a deliberate contributor to the eminent extinguishment of our language in Guiskabéguia and in other First Nations in Quebec. We will continue our fight for the rights of our people, but we hope that institutions such as these, those of higher learning, will not remain silent in their support. So we thank you very much for listening. I've tried to give you an overview of what the situation is, what the reality is in most of our communities. So thank you. Bon, d'abord, je vous remercie vraiment pour vos interventions qui m'ont très, très touchée. En tant que aussi petite fille de rescapée de génocide des Arméniens, qui comprend ce que c'est qu'un génocide, ce que c'est qu'un rapport faussé à l'identité, la culture, la langue à cause d'une agression extérieure. Donc, je compatis et je comprends et j'apprécie. Thank you very much, Chief John, for your intervention. Et justement, vous avez mis le doigt sur des aspects très, très importants ou comment les traumatismes intergénérationnels, transgénérationnels, vous avez parlé des pensionnats, des guerres biologiques qui ont entraîné justement des actes génocidaires qui ont détruit, qui ont ébranlé vos communautés et vous restez sur vos territoires et vous revendiquez vos droits. Je pense que c'est vraiment très... comment dire, je respecte vraiment et je partage votre positionnement et je comprends les enjeux pour la langue parce qu'il y a des choses que vos communautés portent justement malgré elles. Hein. Ce n'est pas des choix et je pense qu'il y a un travail de mémoire à faire. Toutes les communautés doivent faire un travail de mémoire et il y a une responsabilité à assumer si on veut passer à travers tout ça. Et je comprends quand vous avez parlé de réconciliation et vous avez dit que c'est encore plus complexe, où le rapport de nation à nation, que ça doit aller au-delà des discours et que les actions doivent montrer que ce rapport est de nation à nation. Moi, je vous ai très, très bien entendu et la question, en fait, justement, et vous avez mis le doigt aussi sur les enjeux liés au financement, au renforcement de la langue.
en tant que spécialiste des traumas, de leur influence sur les apprentissages, l'adaptation des jeunes, je pense que c'est très, très important ce que vous dites et l'importance de faire comme d'aller à l'encontre des traumas à travers la création de liens entre justement le présent et le passé. Donc, ce n'est pas juste, je comprends on parle de langue comme aspect identitaire important à sauvegarder, mais je comprends aussi qu'à travers ceci, il y a un travail de réhabilitation qui se fait, de guérison qui se fait, parce qu'on fait un peu, on va à l'encontre des ruptures causées par les gestes génocidaires et traumatiques, et que quelque part, on entre dans une guérison. Et je ne sais pas si, justement, désolée, j'ai trop parlé, mais c'est clair qu'on devrait en reparler, mais justement dans votre lutte, dans vos luttes, dans les positionnements que vous avez par rapport à la loi 96, est-ce que justement vous mettez de l'avant ceci comme revenir vers les langues, mais pour la guérison, pour une préparation, pour la création de meilleures conditions pour une éventuelle réconciliation? Je suis vraiment d'accord. D'ailleurs, j'ai fait partie d'une marche à la visite du pape et puis les marcheurs marchaient non pas pour aller voir le pape, mais beaucoup pour supporter les survivants des pensionnats dans cet effort-là de leur dire que oui, on doit les soutenir et puis ça va passer par la guérison et la guérison va passer par la réappropriation de nos langues, de notre identité, parce qu'à travers ça, nos cérémonies, et c'est comme ça qu'on est capable de retrouver ce qui a été brisé dans ce génocide-là, hein, dans le fait que nos parents, nos grands-parents et 150 ans de Premières Nations se sont fait dire que leur culture ne valait pas la peine et qu'elle n'était pas belle et qu'ils devaient apprendre d'autres choses. Donc, on doit réécrire ça, cette histoire-là. Et c'est en réapprenant nos langues et en pratiquant nos cérémonies que oui, on va trouver une forme de guérison et qu'on va être capable de passer aux générations futures aussi. Mon souhait, c'est d'être capable de maîtriser assez ma langue que lorsque j'aurai mes petits-enfants, je ne pourrai que leur parler dans la langue. Mais quel effort ça demande lorsque je dois pour mon travail, maîtriser le français, l'anglais et réapprendre cette langue-là avec des gens qui vont être capables de me donner non pas seulement les mots, mais la symbolique aussi, la force des morphèmes, des petits mots de mots qui sont signifiants et qui sont porteurs de la valeur. Lorsque je vous disais que notre langue, elle était riche, le mot lac pour vous en français, il veut dire un lac. Dans la langue Innu et Atikamekw, Shakeikin, ça veut dire la racine du mot lorsqu'on la comprend un peu, c'est l'être que l'on aime, l'être que l'on prend soin. Donc, vous voyez toute la valeur et les perspectives qui sont transmises à travers une langue et c'est ça qu'on doit faire avec nos jeunes générations, pas seulement leur apprendre qui ils sont, mais vraiment c'est quoi ces valeurs-là qui sont porteurs. Et puis, je suis Gabor Maté, juste pour finir, spécialiste du trauma également, qui a regardé le cas des Premières Nations avec les pensionnats et il a vraiment vu il dit entre autres que c'est en relation. Donc, on était de très bons enseignants, on faisait beaucoup soin à nos enfants. Là. On élevait des enfants forts et fiers, les Premières Nations avant les pensionnats. Et c'est en contexte de relation et d'identité, de transmission qu'on va être capable de relever et bâtir cette génération d'enfants forts et fiers encore qui vont maîtriser leur langue. Just when we speak of reconciliation, it's important to understand that we talk about healing. Words are nice to hear. They're warm and fluffy, and they sound really good, and they make you feel good for a short while. But they're just words. When we're talking about reconciliation, there is reparation. There is action. If there's only words that are spoken and there's no actual action taken or any reparation made, then it's all for nothing. They're empty words in the wind. So, I listen to that and I hear that a lot. Those are really the buzzwords. And it was the same thing with the Pope when he came down. Nice words. People cried, broke down, and all kinds of stuff. And, but there's been no action.
There's people that have been waiting after the Pope for, I think, 3 years to provide some assistance in terms of to help them in their healing, and he hasn't come across with that assistance. So, yeah, it was nice to see him here. He had nice words to say, but we're still waiting for some action, and I think that goes for these governments that are here. Voilà, Tina Commissioner. Je vais commencer avec une question pour Madame Cleary et Chief John Martin. Et c'est une question d'actualité. Très récemment, le gouvernement du Canada et les 22 communautés des Premières Nations au Québec ont annoncé un gros investissement de 1,1 milliard de dollars en matière d'éducation pour permettre, entre autres, aux communautés autochtones de lutter plus efficacement contre le décrochage scolaire. La question pour vous, croyez-vous que cet investissement arrive en réponse à la loi 96? Et est-ce que vous pensez que cet investissement-là a des chances de réellement améliorer la réussite scolaire chez les enfants autochtones? The investment is over a period of 5 years. We've been in the process of developing the funding formula for education services over a period of 11 to 13 years. It is really about achieving some equity with the public school system. So that's it's about trying to close the gap that exists between First Nations education systems and schools and the public school system. So that's what that is about. And one of the comments that I had when we signed the agreement was, in fact, that we will be focusing on the development of services in our communities, but I am not so sure that this is going to be able to resolve the question of C96. It doesn't touch it. This is about education systems within the community, very much so. So C96 is the jurisdiction of the provincial government and the public school systems. The requirements, the French language requirements are in the Quebec public school system. So this does not really have a great impact where that is concerned. Mind you that despite that many of our schools teach First Nation languages and also have an English language program, we do have, all the schools have French language as well as a subject matter, the same as the English schools have. But the issue of our language is very much about the community itself, our people, in terms of the difficulties that we experience with regards to French language, because it's not present in the community. So and at the same time, it's the current law, C96 and 101, are at the detriment of our languages. So, but with regards to the funding, it's very much about closing the gap between the Canadian public school systems, the Quebec public school systems, and First Nation communities. So it addresses areas of services, of salaries. Our communities experience high turnover in staff retention. So that will help to address many of those kinds of problems. Yeah. Si on continue avec des politiques assimilatrices comme celle-là, des mesures qui mettent des barrières aux élèves pour apprendre leur langue, puis ça en est une, parce qu'à un moment donné, l'enfant ou les parents doivent choisir, est-ce que si je veux que mon enfant réussisse, puis là, on a élevé les mesures pour les enfants qui étaient déjà en situation où on avait à faire des choix critiques, donc de sacrifier les langues des Premières Nations au détriment du français. Donc oui, c'est quoi l'héritage pour les enfants des Premières Nations? L'argent n'apportera pas de solution à ça. Donc, on doit traiter l'environnement, ces politiques-là qui font en sorte que l'étudiant a des barrières à avancer. Puis ça, c'est pas seulement dans le dossier des langues. Donc, on a d'autres barrières qu'on doit faire face. Puis la prise en charge est importante, mais l'argent,
non plus ne réglera pas les problèmes des ressources. Présentement, on arrive avec de l'argent, mais on doit choisir, est-ce que si je prends mon enseignant puis il devient conseiller pédagogique, mais je n'ai plus personne dans la salle de classe pour enseigner. L'enseignant de la communauté de John ne peut pas prendre sa retraite parce qu'il n'a plus de relève. Donc, on a beaucoup de travail à faire pour arriver à seulement maintenir une éducation dans les langues des Premières Nations. Donc, si maintenant on a un choix à faire et qu'il faut sacrifier nos langues, c'est un recul, peu importe combien d'argent on a. Quand vous dites que le projet de loi, pas le projet de loi, la loi 96 vient élever encore ces barrières-là, est-ce que ce que vous sous-entendez, c'est que maintenant au cégep, il y a un besoin de bien maîtriser le français? Oui, et en conséquence aussi, ça part plus tôt que ça, c'est qu'on ne valorise pas la langue. On va dire le français est le plus important et si on veut que mon enfant réussisse, il doit passer ses cours, éventuellement, il va devoir passer dans le système. Donc, au lieu de l'envoyer en immersion, je vais l'envoyer en langue seconde française, par exemple, comme c'est dans le cas dans certaines. Donc, là, c'est là qu'on a un impact sur la langue des Premières Nations. C'est un choix qu'on va faire parce qu'on valorise davantage la langue, le français, pour langue commune en voulant assimiler les peuples des Premières Nations, en leur disant, vous allez faire partie de cette société-là, alors qu'on en fait partie, on était là depuis des millénaires. Donc, c'est juste de dire, et puis c'est pas j'ai vu les données démographiques, on n'est pas tant, donc on n'est pas une menace. Donc, il faut comprendre qu'on a besoin de cette aide-là à mettre en place, donc de nous exclure et de nous accorder les amendements qui ont été demandés n'auraient pas eu un impact sur le français au Québec, mais un impact sur la relation entre nos nations. Donc, c'est là que l'environnement doit changer dans les mentalités des leaders, des décideurs, pour qu'on puisse avoir un impact sur l'enfant. Et la prise en charge des Premières Nations est super importante là-dedans. Donc, il faut nous donner ce contrôle-là. Et il nous appartient. Chief John Martin. Yeah. C96 is an opportunity that was missed. We really believe if the provincial government had exempted First Nations from the language law, it would have made a very significant difference where our communities are concerned in terms of their development. When you think about it, our language has gone from 95% in 1985, 95%, and down to 13% in 2021. It's a very significant, it's a demise of the language. And the pressures that are put on parents who are living in socioeconomic situations that are rather difficult. And you look around the community and the lack of resources, human resources, qualified, it puts a lot of pressure on people, you know, to opt for the colonizer's language, if you will, you know. So it's, and it's at the expense often our own language. So in raising the barrier where 80% of the kids are not able to attain their French credits, you're raising the bar even higher, the effects are going to be even more detrimental. We're going to experience a continued exodus and an increased exodus of our own students moving towards other provinces and to the cities for those that succeed. Thank you. Les jeunes des Premières Nations ont parti ce message-là, There's no immigrant on native land. Donc, je crois que la base de nos communautés, les Premières Nations, c'est d'ailleurs l'accueil. C'est dans nos valeurs d'accueil. C'est un devoir aussi dans certaines communautés. Les gens ne barraient même pas le porte, donc tu arrivais là. Si tu avais besoin de quelque chose, tu étais accueilli. Donc, ça fait vraiment partie de nos valeurs. Et d'ailleurs, lors de nos événements, les powwows, les cérémonies, les gens dans la roue de médecine, on a toutes les nations qui s'y retrouvent. Donc, c'est nos valeurs fondamentales et je crois également qu'on partage une histoire de grands traumatismes qui pourrait faire en sorte qu'on puisse apprendre les uns des autres et se soutenir dans le Québec d'aujourd'hui et faire de cette société-là une société plus accueillante.